Est-ce que, comme moi, tu as une pile de courriers et d'emails que tu n'ouvres pas? Tu as déjà perdu de l'argent parce que tu avais raté une démarche administrative ou oublié d'annuler des abonnements et ça a tendance à pourrir ton quotidien. Si tu as répondu oui à ces questions, peut-être que tu es atteint de phobie administrative. Tu te rappelles de Thomas Thévenoud, le ministre qui a démissionné justement et qui a mis dans l'espace public le terme de phobie administrative. Je vais te lire un extrait des articles de journaux de l'époque qui disait quelques jours plus tard, on apprenait que ce couple de jeunes socialistes ambitieux avait également accumulé les impayés de loyer, les retards de paiement de cantines scolaires, de contraventions, de factures d'eau et même de frais de kiné pour leur fille, contraignant le praticien à leur adresser par huissier une facture de 183 euros. La phobie administrative évoquée pour sa défense par Thomas Thévenoud avait ajouté la moquerie à l'opprobre. De son côté, le Canard enchaîné révèle qu'il s'est aussi abstenu de payer le loyer de son appartement à Paris pendant 3 ans et n'a finalement payé qu'après une menace d'expulsion. Et tu vois, quand on dit que ça avait déclenché la moquerie et l'opprobre, je me rappelle très bien, sauf que moi, à l'époque, je m'étais pas du tout moqué. Parce que moi, le terme de phobie administrative, il m'a directement parlé, parce que, comme je te le disais, ça a pourri ma vie. Et j'ai découvert que j'étais pas le seul. Il y a un article du Monde intitulé après l'affaire Thévenoud, le coming out des phobiques administratifs, et je vais te lire quelques passages de cet article. Enfin un mot sur leur mal, enfin un diagnostic. Il est devenu notre idole, notre martyr, sourit une réalisatrice de documentaire. Le même phénomène s'était produit il y a quelques années à la sortie du livre La procrastination de John Perry. Comme on procrastine au lieu de flemmarder, on est désormais phobique administratif plutôt que mauvais payeur et ennemi de la paperasse. Tu remarqueras le ton ironique du journaliste. Au bureau, chez son psy, autour du rôti, on raconte enfin ce qu'on a toujours tu. Les contraventions accumulées au fond de la boîte à gants, les avis de passage du facteur égaré au fond d'une poche, les lettres de la banque jamais ouvertes dans une chemise à élastique. Un éditeur parisien avoue que ce magma d'enveloppe fermée qui gît au fond de son appartement commence à le dégoûter. Je me sens envahi. Je n'ouvre mon courrier qu'une fois tous les 6 mois. Pourquoi je le ferais avant? Je sais ce qu'il y a dedans. Explique de son côté impassible un intermittent. 2 fois par an, menacé de radiation par les ascédiques, il passe enfin le week-end terré chez lui, tapisse son salon de formulaires imprimés et n'en sort que son courrier trié, fier, soulagé, pas toujours suffisant. Car l'étape fatale est parfois juste celle de l'enveloppe à poster. Concierge de luxe, Fabrice Seco le sait bien et envoie lui-même les courriers qu'il rédige pour ses clients. Dettes à échelonner, mais aussi abonnements jamais résiliés, agio, exponentiels et remboursement de sécu. Des sommes parfois considérables. En fait, il faut avoir les moyens d'être phobique administratif. On le remercie souvent d'un « vous m'avez sauvé la vie » assorti de quelques sanglots et d'un autre rendez-vous. Ses clients, réalisateurs, scénaristes, écrivains, gagnent bien leur vie, mais ont un stress, une appréhension, oui, une phobie à gérer leur vie administrative. Alors tu remarques que le journaliste est très ironique, mais moi je me reconnais vraiment quand il dit oui, il faut avoir les moyens d'être phobique administratif. Ben, en fait, tu ne sais pas. Il y a plein de gens qui finissent à la rue, notamment parce qu'ils ont du mal à gérer leur vie d'adulte, entre grosses guillemets. Et c'est sûr qu'on a moins de peine pour les gens plus riches et qui payent des concierges de luxe pour s'en occuper. Toujours est-il que tu vois que le concierge te dit qu'il y a des sanglots, des gens qui pleurent, et je me reconnais vraiment là-dedans, puisque j'ai vraiment ce truc d'ouvrir mon courrier, voilà, enfin j'avais ce truc d'ouvrir mon courrier tous les 6 mois, d'être envahi par les formulaires, j'avais des retards d'impôts, et je trouve que les gens font comme si c'était une autre manière de cacher le fait qu'on était des mauvais payeurs. Je peux comprendre, on se dit, bah attends, c'est facile de dire que t'es phobique administratif pour pas aller payer tes impôts, pas aller payer ton loyer, sauf que, bah par exemple, moi, j'ai pas non plus toucher les primes des tournois d'échecs que j'ai gagnés. Quand j'étais plus jeune, je jouais aux échecs, je gagnais des tournois, enfin je gagnais pas des tournois, mais j'ai été à des bonnes places qui faisaient que j'avais une prime. La prime, elle était en chèque, et je n'allais jamais toucher le chèque. Trop compliqué pour moi d'aller encaisser un chèque, donc je perdais l'argent. Pareil, pendant 7 ans, je n'avais pas de carte de sécurité sociale parce que je l'ai perdue en Norvège. Et bah comme je l'ai perdue, c'est trop dur de la refaire, je l'ai pas refaite. Et pendant 7 ans, j'ai galéré avec des feuilles de soins. Et les feuilles de soins, pareil, il y en a plein que j'ai pas envoyées. Et donc j'ai perdu des centaines d'euros parce que je n'envoyais pas. Donc si je faisais exprès pour ne pas payer mes impôts,
bah, je serais le premier à envoyer rapidement pour gagner de l'argent. Donc tu vois que ça tient pas. Si jamais les gens perdent de l'argent à cause de ça, c'est bien que c'est une force qui est plus fort qu'eux, qui est plus fort qu'elle. Alors, là où on peut rejoindre un peu le scepticisme du journaliste, c'est que c'est effectivement pas un vrai diagnostic et que c'est en effet Thomas Thévenoud qui a inventé, en tout cas qui a popularisé le terme, si bien qu'il a carrément déposé à l'INPI, je crois. Mais j'ai quand même demandé à ChatGPT de voir à quoi ressemblerait un questionnaire pour la phobie administrative. Voilà 9 questions qu'il m'a renvoyées. Tu peux essayer de les faire en même temps, voir si tu te reconnais. Première affirmation, j'ai de l'anxiété rien qu'à l'idée d'ouvrir un courrier administratif. Alors moi, tout à fait. À chaque fois, tu vas répondre pas du tout, plutôt pas, plutôt ou tout à fait. Bah moi, j'ai clairement de l'anxiété à l'idée d'ouvrir des courriers administratifs. 2, je repousse souvent les démarches administratives, même simples. Là, c'est pareil, tout à fait moi. Même les trucs qui devraient être très simples, je les repousse ad vitam aeternam jusqu'à ce que ça se retourne contre moi. Et ça fait le bonheur de plein d'opérateurs, notamment Free, qui m'a facturé pendant des années un abonnement de télé parce que je n'arrivais pas à le résilier. 3, j'ai déjà perdu de l'argent ou des avantages à cause d'une démarche non faite. Et ça, je trouve que c'est la question cœur. Si vraiment ça t'empêche de gagner de l'argent, enfin ça t'empêche de gagner de l'argent, ça va te permettre de te différencier entre ça et être radin. Peut-être que oui, il y a des gens qui sont radins et qui sont un peu mal intentionnés et qui vont faire traîner leurs impôts, traîner leur loyer, etc. Mais si tu fais aussi traîner les trucs qui te rapportent de l'argent, c'est la preuve qu'il y a quelque chose de particulier. 4, les consignes administratives me paraissent volontairement compliquées. Et 5, même quand je m'y mets, je lis sans vraiment comprendre les consignes. Alors ça, c'est vraiment mon cas. Je lis les impôts, je ne comprends rien. Il manque des cases, je trouve ça pas clair. Il y a des cases où j'ai l'impression de répondre au hasard. J'ai l'impression qu'il faudrait que je paye quelqu'un pour lire les consignes administratives. 6, j'ai souvent des piles de documents ou d'emails à traiter que je n'ouvre jamais. Là, c'était clairement mon cas. Alors, c'est plus mon cas maintenant, je te raconterai comment. Mais effectivement, j'avais des piles de courriers. Alors, j'ai toujours une pile d'emails, mais j'ai investi dans un outil IA qui me permet de trier les emails parmi les emails que je n'ai pas lus. 7, je ressens une colère ou une panique quand on me rappelle de faire une démarche. Et ça, c'est un truc que les gens comprennent pas, parce que parfois, les gens essayent de m'aider, ils sont bien intentionnés, et ils vont essayer de me dire « Ah, Nicolas, regarde, n'oublie pas de telle démarche. » Et moi, ça me replonge dans l'angoisse, et ça me refaisait mettre la tête dans le sable. 8, je préfère payer quelqu'un plutôt que de remplir moi-même les formulaires. Bah ouais, à une époque, je payais quelqu'un pour qu'il ouvre mon courrier, qu'il me le scanne et qu'il traite des trucs. Alors malheureusement, je payais quelqu'un qui était comme moi, qui avait lancé ce service parce qu'il était comme moi phobique administratif. Et du coup, bah forcément, si t'es phobique administratif et que tu gères une boîte pour aider d'autres gens, en fait, bah, la boîte, elle a fait faillite, elle a pas tenu longtemps. Ce qui était bien avec lui, c'était que comme il était phobique administratif, c'était simple de s'inscrire. Souvent, les gens me disent, ouais, tu devrais avoir un assistant, une assistante administrative. Mais en fait, c'est compliqué. C'est comme quand on me disait qu'il fallait appeler quelqu'un pour le ménage. En fait, les démarches, elles sont trop compliquées. Et dernière question, ces blocages administratifs affectent ma vie quotidienne, retard, stress, culpabilité. Alors ça, pareil, je me reconnais tout à fait. Donc tu vois, je me reconnais tout à fait dans ces 9 questions. Alors encore une fois, hein, c'est pas des questions issues d'un score, enfin d'un quiz scientifique, c'est ce que ChatGPT m'a donné, mais ça peut te donner une idée de, ok, est-ce que tu te reconnais dans ce truc? Et moi, il s'avère que mes problèmes de la vie d'adulte ne s'arrêtaient pas à la phobie administrative, puisque j'avais aussi le fait de vivre dans une porcherie. Vraiment, moi, mon appartement avant, je vivais, je ne rangeais que quand je trébuchais quelque part, et donc ça faisait que je rangeais tous les 2 à 3 mois mon appartement. Je disais même aux gens, mais non, ça sert à rien de ranger son appartement plus couramment, on perd du temps, j'ai pas que ça à faire. Et en fait, je disais que j'ai pas que ça à faire, mais en vrai, c'est que je ne savais pas faire. De même, je mangeais n'importe quoi. J'ai pris plus de 10 kilos parce que une des premières années où j'ai vécu en indépendance, en autonomie, bah, j'ai décidé que j'allais boire que du jus de fruits. Donc je buvais plus d'eau, je buvais que du jus de fruits parce que je croyais que c'était bon pour la santé, je croyais que c'était les 5 fruits et légumes par jour. Alors pas du tout. Hein. Le jus, c'est pas du tout le jus de fruits, c'est pas du tout l'équivalent de manger un fruit. Hein. Y a beaucoup trop de sucre et du coup, si tu fais comme moi, tu vas gagner 10 kilos. Vaut largement mieux manger le fruit que de boire le jus. Autre problème que j'avais, c'était que j'étais super angoissé par la gestion du temps. Ça me faisait des galères, je ratais des entretiens. J'ai une histoire, moi, un des premiers entretiens que j'ai fait en sortie de mes études. Je suis arrivé.
J'arrive à l'entretien, enfin j'arrive à l'endroit, le gars me fait patienter 10-15 minutes et je me dis oh là là c'est pas cool, hein. Tiens, le recruteur il me fait attendre pendant 10-15 minutes, franchement pas cool. Il arrive, je suis un peu, tu vois, je suis un peu agacé, il se pose et il dit on avait rendez-vous quand monsieur Galita? Je dis à telle heure. Il me dit oui, à telle heure, mais demain. Et là, je fais oh merde, je suis venu un jour en avance tellement je stressais de rater le truc. Je suis venu un jour avant la date. Alors il a été gentil, il m'a quand même reçu, on a quand même fait l'entretien. Mais tu vois, pour te montrer le niveau de stress que ça me crée, pareil, j'étais incapable de me diriger dans l'espace. Alors heureusement, grâce au smartphone, ça s'est effacé. Mais avant, je devais prévoir vraiment beaucoup de temps à l'avance parce que je savais que j'allais me perdre. Je prenais la bonne rue, mais jamais le bon sens et je me perdais des heures et des heures, enfin pas des heures j'exagère, mais je perdais 10-15 minutes parce que je ne me retrouvais pas. Heureusement ça s'est aboli grâce au GPS sur les smartphones. Et j'avais aussi dans la gestion du temps, je n'arrivais pas à gérer les échéances qui étaient dans longtemps. Et c'est ce qui fait que j'ai raté plein de mariages de gens que pourtant j'aime. Et d'ailleurs, j'ai encore honte d'avoir raté tous ces mariages parce que les gens me demandaient de se positionner pour leur mariage un an à l'avance, ce qui est normal. Et moi, j'arrive pas. Ça m'angoisse parce que mon cerveau n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a dans le futur. Et au-delà de 3 semaines, pour lui, c'est comme si tu me demandais de m'engager pour dans 10 ans. Dans 10 ans, je sais pas quoi faire. Enfin, je sais pas ce que je ferais. Et le dernier truc qui défonçait ma vie, c'était la procrastination. J'avais vraiment tendance à faire tout à la dernière minute. C'était aussi un truc qui me stressait beaucoup. Je me disais, mais attends, mais comment je vais pouvoir être dans le monde du travail si jamais vraiment je fais tout à la dernière minute? C'est une des raisons qui m'a poussé d'ailleurs à avoir ma première expérience professionnelle qui était de l'entrepreneuriat. J'ai lancé ma boîte parce que je me disais, si je lance ma boîte, j'aurai moins ce problème. Donc j'avais vraiment ce stress d'être un procrastinateur compulsif. Là, je suis très content parce qu'aujourd'hui, je te parle et je ne vis plus dans une porcherie. Je ne mange plus n'importe quoi. J'ai alors encore un peu l'angoisse de la gestion du temps, mais j'ai investi dans un énorme calendrier mural que tu vois pas, qui est devant moi, qui me permet de vraiment ça fait 2 mètres sur mon mur et ça me permet d'anticiper les échéances. Je ne procrastine plus quasiment. Ça fait très longtemps que je n'ai plus fait un truc à la dernière minute. Et la question c'est comment j'ai fait. La première chose ça a été d'avoir une explication. Et l'explication, c'était que j'avais des lacunes dans ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Qu'est-ce que c'est les fonctions exécutives? C'est les compétences pour avoir une vie autonome au sens d'une société moderne occidentale. Donc dedans, tu vas avoir l'organisation, tu vas avoir la planification, tu vas avoir la persévérance. Tu vas avoir la capacité à se mettre en route dans une tâche, la maîtrise des impulsions émotionnelles, la flexibilité, la métacognition. Alors la métacognition, c'est le fait d'avoir du recul sur soi-même. Ça pour le coup, j'ai plutôt une très bonne métacognition, mais j'ai une très mauvaise organisation, j'ai une très mauvaise planification, et du coup c'est ça qui me minait. Et donc il y a des gens qui ont des lacunes sur les fonctions exécutives. Et c'est le cas notamment des cerveaux autistes et TDAH, des personnes qui ont un cerveau autiste et TDAH, alors pas que, mais ce qu'on sait, c'est que généralement les cerveaux autistes et TDAH vont développer uniquement 70 à 80% de l'ensemble des fonctions exécutives. Donc s'imagine qu'il y a 10 fonctions exécutives, en vrai il y en a entre 7 et 15 selon les modèles, mais disons qu'il y a 10 fonctions exécutives, tu vas développer uniquement 7 fonctions sur 10, et comme moi, tu vas en avoir 2 qui vont être en lacune, moi c'est l'organisation, la planification, mais en plus de ça, non seulement tu ne développes que 70% à 80% des fonctions exécutives, mais en plus tu mets plus de temps à la développer. Là où une personne neurotypique va développer ses compétences jusqu'à environ 23-25 ans, ça sera plutôt jusqu'à 28-32 ans dans un cerveau neuroatypique. C'est pour ça que moi j'ai encore continué à progresser, même à 32 voire 33 ans. Il y a des études qui montrent que les TDAH ont un retard effectivement d'environ 30% dans le développement des fonctions exécutives, et que tout ça ne se développe pleinement que vers l'âge de 30 ans. Et c'est ça l'impression qui peut faire que tu as mis plus de temps à devenir un ou une adulte entre grosses guillemets. C'est pas qu'une impression, c'est un vrai phénomène dans le cerveau, et ça peut être très perturbant parce que ça crée un décalage entre le QI par exemple, donc les aptitudes cognitives, et ce qu'on pourra appeler le QFE. Alors le QFE c'est pas un concept qui existe, je viens de l'inventer, c'est pour dire le quotient des fonctions exécutives. Si tu as un décalage entre les deux, ça peut surprendre. C'est pour ça que dans l'article, le journaliste était ironique en disant c'est des écrivains, c'est des scénaristes, c'est des gens riches, et pourtant ils ont ces
problèmes, parce qu'en fait, il y a ce truc de décalage entre à quel point tu arrives à te débrouiller intellectuellement et à quel point t'as du mal avec les fonctions exécutives. Alors, le QI est un outil controversé avec une origine raciste et eugénique. J'en ai parlé dans une autre vidéo, je ne refais pas un point là-dessus, mais c'est pour te résumer globalement ce décalage qui peut être étonnant et qui fait que les proches vont pas t'aider parce qu'ils se disent une personne aussi intelligente, elle n'a pas besoin d'aide sur des trucs aussi basiques. Et ce décalage, il peut faire très mal à l'estime de toi, il peut pourrir ta vie, et c'était mon cas. Et du coup, quand j'ai découvert que j'étais autiste et que j'ai découvert en même temps le concept des lacunes de fonctions exécutives, ça m'a ouvert un boulevard. Pourquoi ? Parce que d'un coup, j'ai accepté que c'était un handicap. Et je sais que c'est un mot qui peut faire peur, mais le handicap, c'est un mot qui est très important à reprendre pour toi parce que ça te permet de comprendre déjà que le handicap, il est relatif. D'accord ? Le handicap, il est relatif, il désigne les choses qui sont compliquées à faire dans un monde où la majorité des gens n'ont pas ça. Souvent, il y a une vision médicale du handicap qui est, la personne elle aura un déficit. Non, c'est pas ça, en tout cas c'est pas que ça, c'est aussi relatif. Là demain si je te téléporte dans une société où tout le monde a des ailes, forcément que tu seras handicapé parce que c'est un monde qui aura pas été conçu pour toi, les gens ils auront pas mis de passage piéton parce que en fait ils volent, ils en ont pas besoin, il y aurait pas forcément de balustrade, tu vois, de rambarde sur les ponts parce qu'en fait ils s'en foutent de tomber. Pareil, demain tu te réveilles dans une société où les gens peuvent tous respirer sous l'eau, tu serais aussi handicapé. Donc tu vois, le handicap il est relatif. Quand les gens te disent telle personne elle est handicapée, ce qu'ils veulent dire c'est qu'elle n'est pas autonome, mais ils oublient qu'eux-mêmes sont pas autonomes. Qui ici va tisser ses propres vêtements, va cultiver son propre blé, va se déplacer uniquement à pied, va créer le toit de l'endroit où il dort. Non, t'as toute une industrie, t'as plein d'industries qui vont être dédiées à couvrir tes besoins. Comme tes besoins, ils sont typiques, ils sont majoritaires, on les couvre pour toi. Donc t'es pas autonome, t'es couvert par d'autres personnes. Les humains ne sont jamais autonomes, les humains sont des animaux sociaux. Donc les humains ont besoin des autres humains pour survivre. C'est que, justement, toi, on a industrialisé les besoins les plus communs, là où une personne handicapée, elle a des besoins spécifiques. Une personne sourde, elle va avoir un besoin spécifique. D'ailleurs, si demain tu te réveilles et tout le monde est sourd sauf toi, c'est toi qui vas être handicapé parce que tu es dans un monde où tout le monde parle la langue des signes et pas toi. Donc tu vois, il y a vraiment un truc de relativité. Alors attention, évidemment que je dis pas que le handicap ça pose pas des difficultés en soi. Je dis que il faut modérer entre le fait que oui, le handicap pose des difficultés en soi, mais il y a des difficultés qui sont aussi relatives à la société. Une fois que tu comprends que c'est relatif, tu comprends que les solutions qui sont habituellement pour les personnes qui sont pas handicapées ne marcheront pas sur toi. Je prends un dernier exemple, c'est les lunettes. Il y a plein de personnes qui sont myopes et du coup on a inventé les lunettes. Mais imagine s'il n'y avait pas les lunettes, tu serais très handicapé parce qu'on n'aurait pas pensé le monde pour toi. Là, il y a tellement de personnes qui sont myopes qu'on a trouvé des adaptations. Et du coup, une fois que j'ai compris que c'était un handicap, j'ai justement investi dans des solutions. Tu vois, je te parlais de mon énorme calendrier mural avec des couleurs. La première fois que j'ai vu un calendrier mural avec des couleurs, c'était dans une série qui s'appelle Aspergirl, qui parle justement d'une femme autiste. Et elle a un grand calendrier et je disais « Oh, mais je veux absolument ça !» Et puis, j'ai trouvé une artiste qui faisait des calendriers muraux incroyables. D'ailleurs, je te mettrai le lien en description. Et ça m'a sauvé la vie parce que maintenant j'arrive à visuellement voir. Maintenant que je sais que j'ai besoin d'une béquille et que ça sert à rien de continuer à sautiller, c'est comme si j'avais une jambe en moins et que je passais ma vie à sautiller à cloche-pied au lieu d'acheter une béquille. Là, le calendrier, c'est ma béquille. Je sais que moi, je suis une personne qui a besoin de ce truc visuel et mon cerveau ne comprend pas le temps. Par contre, il comprend les couleurs, il comprend les distances, il comprend quand je suis sur le mur, je vois tel événement, il est à tant de centimètres, donc il est à tant de temps. Voilà, ça me donne une béquille, ça me rapprend, ça me ressoutient. Autre truc que j'ai été faire, j'ai été lire des personnes qui avaient les mêmes problèmes que moi, donc lire des témoignages de personnes autistes, lire des témoignages de personnes TDAH, ça m'a aidé. Pareil, j'ai acheté un organiseur TDAH qui a changé ma vie. Bref, j'ai profité de l'aide des autres. Souvent, quand les gens pensent à handicap, ils disent « Ah ouais, mais c'est une excuse pour pas faire d'efforts. » Non, parce qu'en fait, la plupart de l'aide que tu vas mettre en place, elle vient de toi. Tu vas d'abord mettre en place de l'auto-aide, puis tu vas regarder de l'aide avec des retours d'expérience d'autres personnes, et en dernier recours, tu vas demander de l'aide aux autres gens. Ce que tu peux faire, toi, c'est déjà essayer de voir si tu as ces problèmes de fonction exécutive. Si tu t'es reconnu dans la phobie administrative, encore une fois,
fois, la phobie administrative, c'est pas un diagnostic qui est reconnu, donc peut-être que ça existe mais qu'on le sait pas encore, mais il y a des chances qu'en fait tu n'aies pas juste la phobie administrative, tu aies aussi des lacunes de fonction exécutive. Donc pour le savoir, je te mets un formulaire, un petit test, un autotest qui te permet de te placer dans les fonctions exécutives. J'ai une formation sur le sujet où je raconte, je partage les résultats d'un an d'expérimentation et je te montre concrètement le calendrier mural, l'agenda TDAH, ce que j'ai mis en place. Je te montre pas à pas ce que j'ai fait, ce qui a marché pour moi. Alors évidemment, c'est pas une formation théorique, c'est une formation sur comment moi j'ai amélioré, donc ça te plaira ou pas. Mais je te mets un petit lien, une petite réduction dans la description avec un effet, d'expiration. Je te mettrai un temps limite pour les personnes qui passent par ce lien, il y aura la réduction. Une fois que j'ai dit ça, tu comprends que la priorité, c'est vraiment de conscientiser la spécificité de ton besoin, de conscientiser que ça va pas s'améliorer comme ça, que tu sois autiste, que tu sois TDAH ou pas, si vraiment tu as ces besoins spécifiques, va falloir une béquille, va falloir aménager. Et si tu penses que tu es autiste, sache que j'ai une newsletter. J'ai une newsletter qui est issue de ma propre frustration parce que il y a un an, quand je voulais savoir si j'étais autiste, le contenu en français était très flou, très peu à jour. Même le contenu en anglais, il y a beaucoup de choses qui sont où on te dit voilà, les personnes autistes sont toutes différentes, c'est un spectre. Et je disais ouais, ça me fait belle jambe. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui est le point commun parce que je veux savoir si je suis autiste. Donc, j'ai essayé de te retransmettre l'info fiable, précise et non condescendante sur l'autisme. Je le fais au travers d'une newsletter quotidienne parce que j'ai envie d'aider les personnes qui, comme moi, se posent la question. C'est pas rare, hein, sache que 90 à 97% des adultes autistes ignorent qu'ils ou elles sont autistes, que ça concerne non pas comme on a cru avant 0,5% des gens, mais plutôt 4% des gens. Donc en fait, il y a beaucoup d'autistes et peut-être que t'en fais partie. Donc si ça t'intéresse, je te laisse découvrir le lien vers ma newsletter. Ceci étant dit, tu connais le refrain. Si t'as aimé la vidéo, laisse un like, partage-la, abonne-toi. Et je te dis à très vite.